Bonjour à tous, bonjour Kevin. Merci d'être là Bonjour. aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la biodiversité. Je vous propose, avant de laisser la parole à Kevin, de me présenter rapidement. Puis Kevin nous parlera de biodiversité et on accordera 10-15 minutes à vos questions. Donc je vous invite à les inscrire dans la petite zone qui s'appelle Q et R. Comme ça nous permet de pouvoir les retrouver facilement et Kevin y répondra en fin de session. Alors, je suis Gabrielle Jeanroul, je suis chargée de développement au centre de formation Lucie. L'agence Lucie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de ressources en développement durable. On a deux activités cœur qui sont la labellisation. On a nos propres labels de labellisation RSE. Un premier niveau, puis un deuxième un petit peu plus structurant et exigeant. Et enfin, l'ultime, si on peut dire, c'est celui enfin, pour respecter les limites planétaires. On a également le label numérique responsable que l'on porte pour l'Institut du numérique responsable, pareil, qui est sur deux niveaux, un niveau d'entrée et un niveau un petit peu plus exigeant et structurant. Ça, c'est pour notre première activité. La deuxième activité, c'est le centre de formation. Donc, à ce jour, on a plus d'une cinquantaine de formations au catalogue réparties sur 5 catégories. La mise en œuvre de la RSE, la communication responsable, l'impact environnemental, la gouvernance et le social, et enfin le numérique responsable. On est certifié Calliope également, et à ce jour, on a une communauté de 1200 engagés. Donc engagés, c'est aussi bien des personnes qui sont déjà labellisées ou qui sont en cours de labellisation. Voilà pour cette rapide présentation. Kevin, je te laisse la parole. Très bien. Merci Gabriel. Écoutez, bienvenue à tous. Un plaisir d'être ici, j'allais dire parmi vous, mais pour parler de biodiversité et surtout le sujet de la biodiversité en lien avec certainement ce qui fait partie de vos métiers, donc la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc cet atelier, cette conférence, en fait, hein, c'est aussi une conférence que j'ai pu donner au Salon Pro Durable, donc en septembre. Donc certains parmi vous ont peut-être visité. Donc salon de référence hein, donc, pour tous les acteurs économiques impliqués ou en tout cas souhaitant avoir un impact positif. Euh, et donc, l'angle proposé, c'est effectivement de se dire, et parce que c'est un constat, que le sujet de la biodiversité, finalement, avec la RSE, c'est une véritable jungle. Oui, SCSRD, SBTN, TNFD, GBS, EN, NFX102, etc. Des acronymes à non plus finir. Et donc, on peut facilement s'y perdre. Et l'objet de cette intervention, c'est d'essayer de vous donner une vision un peu plus claire de finalement l'essentiel de ce qu'il faut retenir ou prendre en compte lorsque l'on veut intégrer le sujet biodiversité dans sa politique RSE. Donc avant cela, je vais me permettre simplement voilà, de vous expliquer d'où je parle, c'est-à-dire qui est Blooming, qui je suis. Donc Blooming, nous sommes une société de conseil, travaillons donc exclusivement sur les sujets de biodiversité auprès des entreprises. Donc pour ceux qui arriveraient ici avec probablement un temps d'avance sur le sujet climat et carbone, hein, eh bien pour bien comprendre facilement, on conseille les entreprises sur les enjeux de biodiversité comme d'autres le font sur les sujets climat, sachant que ce sont les deux piliers essentiels de toute approche environnementale RSE. Et donc on a créé Blooming il y a 3 ans de cela, sur un double constat. Premièrement, aborder les enjeux de biodiversité, c'est aborder de manière transversale tous les enjeux environnementaux, comme on va le voir. Et puis, la biodiversité et les services qu'elle nous rend, les services écosystémiques et les services de la nature, eh bien, sont une allée indissociable de l'économie. Donc, on agit de différentes manières auprès des entreprises, acteurs économiques, soit de la sensibilisation, des stratégies, des projets terrain, des programmes de reconnaissance, plans d'action, que l'on décline, pour être plus clair, en 3 grands volets. Euh, le volet donc insufflé. Donc là, pour nous, l'essentiel, c'est de se dire, quand on entame une démarche de biodiversité, les équipes responsables au sein de l'entreprise
doivent effectivement acquérir donc des fondamentaux sur ce qu'est la biodiversité, quelle est son importance, en quoi on dépend, comment on l'impacte, etc. Donc en fait, ça peut prendre différentes formes ensuite, hein, soit des ateliers type fresque de la biodiversité pour avoir une première approche, ou alors des formations un peu plus conséquentes. Notamment, on voit ici le logo justement de l'agence UCI, puisque nous avons une formation qui est hébergée par l'agence UCI, donc la prochaine session étant le 1er février. Nous avons des webinaires ou conférences sectorielles pour faire ça auprès des entreprises, des ateliers de structuration de plans d'action. Et enfin, nous avons une newsletter Biodiversité Entreprise, hein, donc n'hésitez pas à vous y inscrire sur notre site web. Ça, c'est le premier volet, insuffler, donc faire comprendre quels sont les enjeux entre la biodiversité et les entreprises. Deuxième volet, c'est le volet structuré, qui est aujourd'hui la plus grosse part de notre activité, de notre métier, hein. Jusqu'il y a encore pas très longtemps, ce sujet n'existait pas. La structuration de démarche de biodiversité. La biodiversité dans l'entreprise, c'était ramené à planter quelques arbres ou à avoir une ruche sur le toit. Aujourd'hui, la biodiversité est comprise de plus en plus comme étant, l'approche de la biodiversité comme nécessitant de regarder toute la chaîne de valeur, comme on fait pour le climat. Donc en fait, ça se matérialise comment? Pour nous, bien, ce sont des analyses de double matérialité, on va y revenir, des diagnostics de risques, d'opportunités, des mesures d'empreinte de biodiversité avec le Global Biodiversity Score en particulier, des accompagnements sur la définition de plans d'action, sur le reporting extra-financier, on va y revenir aussi, notamment avec la CSRD, ou des accompagnements sur des programmes de reconnaissance type entreprise engagée pour la nature, dont je vais également parler. Le troisième volet sont déployés. Donc là, c'est vraiment une fois qu'on a insufflé ou qu'on a structuré, d'ailleurs, pas forcément d'ordre, hein, parfois c'est pas forcément, ces trois étapes ne se succèdent pas forcément. On peut très bien commencer par le dernier volet, par avoir déjà des impacts positifs ou réduction d'impact négatifs sur ses propres sites, donc avec des opérations de désertification ou de réintroduction du vivant sur ces sites, donc d'accueil finalement de la biodiversité. Et puis aussi une initiative qu'on a lancée là, il y a quelques semaines, Terra Booming, qui vise à mobiliser des fonds d'entreprises en faveur de projets de restauration écologique et donc de restauration de services écosystémiques. J'y reviendrai également. Pour finir sur nous, quelques noms de clients, hein, simplement pour vous montrer que ça concerne tout secteur. Là, on a des clients donc, dans le secteur de l'énergie, de l'agroalimentaire, des institutions financières, des aménageurs constructeurs, dans le tourisme, les énergies renouvelables, télécoms, etc. Et même des établissements d'enseignement supérieur dans lesquels nous intervenons aussi. Donc voilà pour le topo d'introduction. Et donc, bienvenue dans la jungle. La jungle, RSE et biodiversité. Alors, pourquoi la jungle? Parce que, comme je vous l'expliquais au départ, il y a énormément d'initiatives qui relient donc entreprise et biodiversité. C'est une profusion, hein, véritablement, une effervescence depuis quelques années qui s'accélère, hein, s'accélère et se précise dans un même temps. Donc là, il y a des cadres, on va dire, institutionnels, comme l'accord de Comines-Montréal. L'accord de Comines-Montréal, donc c'est l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat, hein, et l'accord de Comines-Montréal a été ratifié en décembre 2022, donc il y a un an, tout juste. Donc KMGBF pour Comines-Montréal Global Biodiversity Framework, donc le cadre mondial pour la biodiversité, qui est donc un accord historique qui implique tous les pays de la planète vers des cibles en faveur de la biodiversité. Nous avons la stratégie nationale biodiversité qui est aussi a été actualisée entre-temps, donc d'abord cet été, puis formalisée et complétée il y a à peine 2 semaines, hein, elle est sortie. Donc pareil, avec des cibles précises qui viennent décliner finalement les engagements internationaux de la France au niveau national. Nous avons aussi des cadres méthodologiques qui apparaissent, donc SBTN, hein, Science Based Target Network, avait d'abord développé les SBTI, donc une initiative pour définir des cibles fondées sur la science pour le climat, et donc a depuis quelques années, qui ont maintenant formalisé
des premiers guides qui sont assez conséquents pour justement se fixer des objectifs basés sur la science pour la biodiversité, pour la nature. Science-Based Target for Nature. Pareil, des cadres méthodologiques TNFD, pour qui ça peut parler. Alors, toujours la même chose, il y a eu d'abord la vague climat, hein, avec la TCFD, et puis la TNFD, donc il y a un cadre méthodologique de reporting extra-financier international qui s'est développé, dont la V1 est sortie il y a quelques mois à peine. Au niveau français, des normes qui sont apparues, la NFX 32001 qui est la démarche biodiversité des organisations. Nous avons aussi des groupements d'entreprises, de lobbying, donc Business for Nature, qui militent pour que la nature et la biodiversité soient mieux intégrées dans les business, et donc a fait pas mal justement de lobbying lors de la COP 15 biodiversité avant la ratification de l'accord de Communes-Montréal. Pareil, au niveau des financiers, il y a des fondations, des groupements d'institutions financières, sachant qu'elles ont un rôle majeur, hein, dans l'orientation des fonds pour la biodiversité. Et puis des clubs d'entreprise comme le B4B+, le club de CDC Biodiversité, notamment autour des mesures d'empreinte biodiversité, auxquelles d'ailleurs nous sommes membres. Business at Biodiversity, c'est plutôt une approche recherche au niveau européen. Entreprises engagées pour la nature, qui est l'initiative, un programme dont je vais parler de l'Office français de la biodiversité, spécifiquement, encore une fois, pour les entreprises, des labels comme Biodiversity Progress, des outils encore, au final, des outils, parce que finalement, comment on fait? Donc des outils pour mesurer son impact, des bases de données qui explorent justement les relations entre biodiversité et secteur économique, donc comme Encore, qui était créé par les Nations Unies, et puis des outils comme le WWF, qui a développé le Biodiversity Risk Filter. Et là, un des derniers points global, cette courbe, hein, qui en fait illustre aujourd'hui comment est abordé le sujet biodiversité, donc de nature positive. Vous avez dans l'approche carbone cette notion de net zéro, hein. Eh bien, dans l'approche biodiversité, c'est nature positive qui sous-tend de réduire ses impacts négatifs pour ensuite créer des impacts positifs et donc régénérer la biodiversité. Et tout cela, alors tout cela vient par d'autres cas, donc du coup, parce que c'est une véritable jungle, il y a plein de choses, mais il y a plein de Vivo, j'aurais pu mettre Vera aussi, qui développe des standards de certification de crédit biodiversité qui vont aussi être un moyen de lever finalement des fonds privés, puisque les fonds publics ne suffiront pas, pour les entreprises, donc toujours liés aux entreprises. Et puis enfin, tout cela et quand même rentre maintenant dans un sorte d'entonnoir ou d'étau réglementaire. L'article 29, donc en France, qui est de la loi énergie-climat, qui implique les institutions financières, donc dans l'obligation de reporting, et je vais y revenir aussi. Et enfin, la CSRD, dont vous avez sûrement entendu parler en long et en large, mais qui a un certain niveau de profondeur et donc qui est un gros enjeu, notamment sur la biodiversité. Donc voici la jungle, donc on peut se dire en voyant tout ça, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout, pourquoi s'y aventurer? Je pense que c'est quand même intéressant de se rappeler pourquoi finalement engager une démarche biodiversité, et là je mets de côté tous les aspects réglementaires. Pourquoi? D'abord parce que finalement, il faut se rappeler quand même des fondamentaux. On n'est pas là juste pour faire du reporting. Les fondamentaux, c'est que sur les 8 millions d'espèces qui sont estimées sur la planète, 1 million sont d'ores et déjà menacées d'extinction. Ce chiffre provient de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale de la biodiversité et des services écosystémiques, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, rapport paru en 2019 qui a fait pavé dans la mare et qui a changé beaucoup de choses dans l'appréhension des sujets de biodiversité. Le WWF, lui, indique par son indice planète vivante, hein, au niveau mondial, que depuis les années 70, eh bien, nous avons une perte de 69% des populations vertébrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un champ, une montagne, un lac, peu importe, un environnement quelconque, vous avez, dans les 70, vous aviez 100 individus, donc 100 oiseaux par exemple, 100 rongeurs, eh bien, il n'y en a plus que 31. Non pas qu'ils aient été décimés, coup de carabine, mais parce que les conditions de vie, d'habitabilité, de reproduction, d'accès à l'alimentation
ont tellement réduite, parce qu'on a coupé les haies, on a réduit les zones naturelles, etc., eh bien, elles ne peuvent plus se reproduire et vivre à un niveau naturel. 69% de disparition. Et enfin, dernier chiffre, parce qu'on pourrait en donner beaucoup, on a un rythme d'extinction des espèces actuellement qui est de 10 à 100 fois plus élevé que la moyenne des 10 millions d'années écoulées. Ce qui démontre un phénomène d'accélération qui fait dire à certains qu'on s'approche ou on rentre potentiellement dans une sixième extinction de masse. Donc ça, c'est euh, pourquoi s'aventurer sur les fondamentaux. Alors, on pourrait dire finalement que, si on veut être un peu cynique, finalement, bon, bah, si, ok, la nature disparaît, qu'est-ce que ça peut me faire? Alors, il y a quand même un sujet d'abord de responsabilité, on va dire, parce que cette érosion, cette perte qu'on a vue, hein, l'état global de la biodiversité extrêmement dégradé, provient des pressions que nous, humains, exerçons sur notre environnement. Euh, donc cette notion de responsabilité, il faut la comprendre et surtout, il faut comprendre par quoi, en fait, on génère tout ça. Parce que souvent, on est quand même un peu loin de se dire qu'on a un impact, nous, dans nos activités quotidiennes d'entreprise, vis-à-vis de la biodiversité. Donc, l'IPBES, quand a sorti son document en 2019, a segmenté, on va dire, les différentes pressions sur la biodiversité. Il y a 5 pressions, 5 facteurs de dégradation, d'érosion de la biodiversité majeurs, qui sont, et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de retenir, puisque c'est ce qui va pouvoir structurer ensuite une approche biodiversité. C'est d'abord le changement d'usage des sols. Le changement d'usage des sols, c'est finalement à chaque fois que l'on prend du terrain et puis qu'on en fait autre chose. Donc, typiquement, on construit un bâtiment ou un parking là où il y avait espace agricole, ou on fait un champ de blé là où il y avait un espace naturel. À chaque fois que l'on fait ça, mécaniquement, en fait, on détruit des habitats, on réduit le niveau de biodiversité. Euh, donc, agriculture, urbanisation, etc. Le petit point positif quand même qu'on peut dire, c'est que le changement d'usage du sol peut se faire dans l'autre sens, et on peut restaurer aussi du foncier pour réenclencher en fait la vitalité de la biodiversité. Deuxième grosse pression sur la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources. Donc ça revient à prélever dans la nature ce dont on a besoin au-delà de ses capacités de régénération naturelle. Donc typiquement, ça va être la surpêche ou la déforestation, voire la surconsommation d'eau. Troisième grande pression, le changement climatique. Le changement climatique, donc vous voyez, hein, effectivement, on parle beaucoup de changement climatique, ça a des impacts extrêmement forts sur la biodiversité, soit par l'acidification des océans, la montée des températures, la recrudescence des événements extrêmes, etc. Mais ce n'est que, entre guillemets, la troisième pression. Ce qui veut dire qu'en fait, que quand on a une approche climat de ces enjeux environnementaux, en fait, on est un peu borgne. Il faut voir beaucoup plus large pour pouvoir avoir une juste approche et surtout éviter d'avoir des actions climat qui soient contre-productives, donc avoir des incidences négatives sur la biodiversité. Quatrième pression, les pollutions. Donc les pollutions, eh bien, bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de types de pollution. Commencer donc par les pollutions chimiques, les pollutions lumineuses, pollution plastique, sonore, etc. Donc là, pareil, grande source de pression sur la biodiversité. Et puis enfin, les espèces exotiques envahissantes, qui c'est un peu plus original, entre guillemets, parce qu'on n'a pas forcément ça dans les radars. Alors c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, que l'on fait volontairement ou non, en fait, une espèce est déplacée de son milieu d'origine à un autre endroit, souvent lié au transport international. Et cette espèce y plaît tellement qu'elle va, grosso modo, dévaster le nouvel écosystème dans lequel elle arrive et donc mettre en danger, enfin déséquilibrer l'écosystème et mettre en danger des espèces endémiques. Donc c'est vraiment pas un phénomène marginal puisque c'est la 5e source d'érosion de la biodiversité sur la planète. Donc encore une fois, si on veut continuer à être un peu cynique, on peut se dire, bon, bah, ok, je crée des impacts, mais je suis égoïste, pour faire simple, et cela ne m'intéresse pas. Eh bien, c'est une erreur parce que la biodiversité est le premier fournisseur de services à l'humanité, et donc à chacun d'entre nous, et que sans elle et sans la nature, en fait, on ne pourrait rien, on ne serait pas grand-chose.
Je m'explique. D'abord, alors comme on avait donc des pressions sur la biodiversité qui sont segmentées, ça permet de structurer un peu sa compréhension des choses. Et bien, pareil, sur les dépendances, finalement, notre dépendance à la biodiversité s'articule sur trois grandes catégories de services qu'on appelle les services écosystémiques. Ces services, donc, la première catégorie à laquelle on pense tout de suite, c'est les services d'approvisionnement. Par exemple, eh bien, tout simplement, on se procure du bois, hein, qui est un végétal, et donc on fabrique avec du bois, ou on se chauffe. Ça peut être aussi pour la pharmacopée, 70% par exemple des produits anticancéreux proviennent de la nature, même si ensuite ils sont synthétisés. Donc dès lors qu'une espèce disparaît, un remède potentiel a disparu en même temps, etc., etc. Donc sans service d'approvisionnement, en fait, on n'a plus grand-chose. Deuxième grand service écosystémique sont les services de régulation. Là, pareil, services de régulation, on y pense peut-être moins, mais c'est absolument indispensable parce que c'est eux qui nous permettent d'être sur une planète habitable, toujours. Donc, régulation du climat, donc qui est de plus en plus difficile, hein, puisque lorsque la biodiversité est atteinte, elle a encore plus de mal à réguler le climat, donc plus de carbone, etc. Régulation du cycle de l'eau, filtration, qualité, quantité, régulation des inondations, régulation de l'érosion grâce aux emprises donc, des végétaux dans les sols, la pollinisation qui nous permet effectivement d'accéder à un service d'approvisionnement d'alimentation, hein. Donc, je m'amuse souvent à dire que tout ce qu'on mange a été vivant, mais effectivement, personne ne mange de cailloux. Nous avons aussi, en troisième grand service, les services culturels. Les services culturels, c'est tout ce qui est lié finalement à l'inspiration, hein, l'inspiration, le bien-être, le fait d'être finalement connecté à la nature. Donc ça peut être aussi à des fins scientifiques, hein, comme le biomimétisme, où on va s'inspirer de la nature. Et puis, c'est aussi très en lien avec un nombre d'activités économiques, pour revenir quand même à notre sujet entreprise et biodiversité, notamment pour toutes les activités de loisirs ou de tourisme, parce que en fait, chaque activité ou destination touristique en fait, est liée à un écosystème, que ce soit la montagne, la mer, la forêt, etc. Et donc, tous ces services, ils sont rendus gratuitement, hein, personne ne va payer les abeilles pour polliniser. Et pourtant, l'OCDE avait estimé cette contribution à une fois et demie le PIB mondial. Donc, même si on voulait le financer, même techniquement, c'est impossible, mais ce serait assez difficile. Donc, voilà pourquoi, finalement, on s'aventure dans cette jungle, parce que la situation est critique, qu'elle provient de nous et qu'on en a besoin de la nature. Donc, avant d'entrer dans la jungle, il faut quand même se munir des bonnes boussoles, parce qu'en fait, en tant qu'entreprise, voilà, on ne peut pas aller dans n'importe quelle direction. Et pour ça, justement, sont sortis des cadres internationaux, voire nationaux, on va voir, qui permettent à chacun de s'orienter, de vérifier qu'ils sont dans la bonne démarche. Et donc, le point important qui est sorti il n'y a pas si longtemps, décembre 2022, c'est l'accord de Paris-Montréal. Et donc, la cible 2, qui est de restaurer la nature, hauteur de 30%. Et la cible 15, spécifiquement, qui est d'amener les entreprises à mesurer leur impact et dépendance vis-à-vis de la biodiversité. Donc ça, on va le voir, c'est aussi ce que dit la CSRD maintenant. Et de diminuer les impacts négatifs, augmenter leurs impacts positifs. Donc, voilà le programme d'action pour les entreprises dans le cadre de l'accord de Paris-Montréal, qui, pour rappel, est donc l'équivalent des accords de Paris climat. Et puis, la cible 19, qui est d'augmenter toutes les sources de financement possibles au bénéfice de la biodiversité, dans lesquelles, évidemment, les entreprises peuvent aussi s'y retrouver et contribuer. Pour rappel, donc, l'enjeu global, hein, de l'accord de Paris-Montréal, c'est vraiment d'enrayer donc, la perte de biodiversité, hein, donc, grosso modo, réduire jusqu'à zéro les impacts négatifs, et donc inverser, donc créer de l'impact positif, donc avec des cibles à 2030 et un horizon de restauration à 2050. Cet accord international, il doit être décliné dans chaque État, hein, de la planète. Et la France est le premier ou l'un des premiers à l'avoir décliné dans ce qu'on appelle la stratégie nationale de biodiversité 2030, donc qui existait mais qui a été réactualisée au vu de l'accord de Paris-Montréal. Donc il y a 4 grands axes. Ici, j'en ai pris 3. Donc c'est réduire les pressions, comme on a dit, restaurer la biodiversité,
et mobiliser tous les acteurs. Je cite deux mesures. Donc, le document final est sorti il y a 15 jours. Donc, on est en plein dans l'actualité. La mesure 31, donc, c'est d'accompagner les entreprises pour renforcer leurs engagements et accroître la transparence de leurs actions en matière de biodiversité. Donc là-dedans, évidemment, se trouvent tous les sujets de mesures d'impact et de dépendance et de reporting, donc des outils qui doivent arriver pour aider les entreprises en théorie, donc grâce à cette mesure. Et puis la mesure 39, qui est de mobiliser les financements privés spécifiquement en faveur de la biodiversité, qui est en fait une reconnaissance qu'on a vu qu'on le sait déjà, hein, que les fonds publics uniquement ne pourront pas, à eux seuls, résoudre la crise de biodiversité. Et donc, chaque acteur, finalement, de la société, qui bénéficie par ailleurs des services rendus par la nature, va devoir contribuer à sa préservation et à sa restauration. Donc, la biodiversité, la jungle, OK, on y va, on sait pourquoi, on prend les bonnes boussoles, on sait dans quelle direction, sachant que sur le chemin, on va être observé. Et ça, c'est quelque chose aussi à avoir en tête. Donc, je l'ai un peu abordé, mais la CSRD, je reviendrai après, effectivement, maintenant, c'est un enjeu de reporting pour beaucoup d'entreprises, toutes celles de plus de 250 salariés, dans laquelle il y a un sujet spécifique biodiversité. Donc, nul n'est ignorant qu'il va être observé sur ce qu'elle fait en tant qu'entreprise vis-à-vis de la biodiversité et des services écosystémiques. L'article 29, lui, de l'énergie-climat, s'adresse spécifiquement aux institutions financières, donc les fonds d'investissement, sociétés de gestion, etc., qui ont plus de 500 millions d'euros d'encours. J'y reviendrai aussi un peu. Et puis la société civile, tout simplement, puisque aujourd'hui, les tendances, les aspirations, les attentes, que ce soit des clients, des consommateurs, etc., évoluent assez rapidement, parce qu'on voit aussi une accélération, une intensification de la sensibilisation du sujet dans les médias. Eh bien, chaque entreprise maintenant est un peu observée vis-à-vis de ces problématiques. Donc, très bien, on rentre dans la jungle, on a la boussole, on sait qu'on nous regarde. Maintenant, savoir où est-ce qu'on va exactement, comment on définit son trajet, quelles sont les étapes indispensables, au-delà des aspects réglementaires. Comment on intègre les enjeux de biodiversité. Bien, on va d'abord, la première étape, c'est de pouvoir comprendre les relations que j'ai, moi, en tant qu'entreprise, avec la biodiversité. Donc, évidemment, c'est vite dit, il y a tout un travail à faire d'analyse de voilà, quelles sont mes activités, où est-ce que je les exerce, comment, qu'est-ce que j'achète, etc. Et donc, on va faire le lien entre, alors un lien plus ou moins direct, mais il existe toujours, entre moi, entreprise, sur ma chaîne de valeur et la biodiversité. Première étape. Seconde étape, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir évaluer finalement les impacts de ces activités sur la biodiversité, parce que sinon, ben, on ne saura pas quoi faire. Hein. Si on ne sait pas où on impacte, comment réduire, on va avancer un peu, alors pas borne, mais aveugle. Et puis, donc, le sujet des impacts, effectivement, c'est très important, mais le sujet des dépendances, comme j'expliquais, est crucial aussi, puisque ce n'est pas forcément les mêmes relations. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise peut avoir des impacts importants sur la biodiversité sans être très dépendant des services écosystémiques, et une autre va avoir une grande dépendance sans être très impactante. Donc il y a aussi un jeu finalement de relations entre acteurs économiques qui fait que tout le monde n'est pas au même niveau de risque. Donc, avant d'aborder les risques, cette notion d'évaluation des impacts d'un côté et de dépendance de l'autre, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. Je vais y revenir juste après. Donc les risques, justement, ces impacts et ces dépendances, elles se transforment, en tout cas, elles peuvent être lues sous forme de risques. Parce qu'effectivement, ce n'est pas que la protection de la nature, ça va être aussi la protection de vos propres activités que de comprendre et limiter et gérer finalement vos risques. Donc, déterminer ces risques qu'on appelle de transition et physique vis-à-vis de la biodiversité. Ensuite, se fixer des objectifs. Une fois qu'on a bien compris comment on a impacté, à quelle hauteur, à quel niveau, quels sont mes risques, bien, se fixer des objectifs qui doivent être sur deux angles. Évidemment, le premier, impérativement, c'est de réduire ces impacts négatifs. Donc,
rappelez-vous des 5 pressions, il va falloir qu'en fait identifier partout sur votre chaîne de valeur comment vous contribuez à ces pressions-là et voir mais comment finalement vous pouvez changer votre modèle ou vos fournisseurs, etc., de manière à réduire ces pressions négatives, vos contributions aux pressions négatives. Deuxième point, rappelez-vous donc l'accord de commun moral cible 15, il va falloir augmenter ces impacts positifs. Et donc là, il n'y a pas 12 000 solutions, à part quelques entreprises ou quelques secteurs d'activité. En général, toute activité a un impact négatif. Donc pour augmenter les impacts positifs, il va falloir se mobiliser en faveur de projets de régénération, de restauration écologique. Ensuite, vous pouvez décider ou non de vous engager publiquement, c'est-à-dire faire prendre part à un programme de reconnaissance méthodologique, etc., et pouvoir, j'allais dire au monde ce que vous faites. Alors, cela suppose évidemment d'avoir des actions bien calibrées, robustes, pour éviter tout procès en greenwashing. Et enfin, eh bien, il va falloir, malgré tout, même si on met de côté le reporting, eh bien, il va falloir, pour beaucoup d'entre vous, se préparer à rendre des comptes. Donc, ça peut prendre la forme de reporting, mais aussi ça peut prendre la forme de communication auprès de ces consommateurs. Je reviens rapidement sur le principe de double matérialité. Vous voyez ce petit schéma qui est issu de la TNFD, donc la Task Force for Financial Natural Disclosure, donc qui est le cadre international de reporting extra-financier lié à la nature. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce schéma? Il dit que toute entreprise a donc des impacts dépendants vis-à-vis de la nature, donc c'est ce qu'on appelle la double matérialité, et que justement, ces impacts dépendants se traduisent en risque, donc là, en risque donc, physique, et en opportunité, qui est donc l'autre côté de la pièce, hein, un risque étant une opportunité. Et donc, là, c'est important de retenir que, je répète encore, mais les dépendances à la nature, aux services rendus par la nature, ce sont des risques physiques. Les risques physiques, c'est quoi? C'est clairement, j'ai une matière première qui risque de ne plus être disponible, où la qualité va être dégradée, où le prix va flamber, parce que justement, eh bien, il y a une dégradation, que ce soit n'importe quelle matière, le bois, vous vous souvenez peut-être qu'il n'y avait plus de moutarde dans les rayons, eh bien, on risque même un arrêt d'activité en raison des risques de dépendance. Donc, alors, il y a ces risques d'approvisionnement, puis il y a des risques liés aussi à la régulation, hein, finalement, puisque si la biodiversité n'arrive plus à réguler le changement climatique correctement, on risque aussi d'avoir des problèmes d'opération dans ces activités. L'autre type de risque, hein, ce sont les risques de transition. Et les risques de transition, eh bien, sont liés aux impacts. Donc, en fait, les risques d'impact d'une entreprise, donc le risque de transition, typiquement, il y en a plusieurs pour le coup. Ça va être des risques réglementaires, hein. Le risque de transition, c'est vraiment le risque de ne pas prendre le virage écologique dans son business model. Donc, on a des risques réglementaires, puisqu'en fait, les taux se resserrent de plus en plus. Des risques de réputation. Comme on a dit, vous êtes observé, et donc, si vous n'intégrez pas cet enjeu-là, vous pouvez avoir des répercussions négatives. Des risques de marché, encore une fois, ne pas anticiper ou en tout cas suivre les tendances vertueuses, entre guillemets, qui se développent chez les consommateurs et clients, c'est aussi potentiellement rater ou se tromper le marché et donc mettre en péril votre entreprise. Et puis des risques financiers d'accès au financement, puisque les sociétés de gestion aujourd'hui ou d'investisseurs et les banques ont de plus en plus de critères, ce qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance, dans lesquels la biodiversité rentre de plus en plus. Donc des vrais risques pour votre entreprise. Donc voilà les étapes principales à prendre en compte. Donc pour faire cela, toujours, hein, si on continue notre voyage dans la jungle, eh bien, il faut se doter de bonnes cartes. Donc là, dans ces cartes, ce sont plutôt des cadres méthodologiques, des guides. Donc, si vous avez, alors il y en a plein, hein, il y en a beaucoup maintenant. Si vous avez, alors, il y en a même qui sont sortis, que je n'ai pas mis entre-temps, de Business for Nature, qui sont aussi disponibles. Donc, Business for Nature, donc en ligne, hein. Mais vous avez, par exemple, le guide Entreprise engagée pour la nature de l'OFB, qui égrène ce que je dis aussi, qui vous permet d'aller vers la reconnaissance d'entreprise engagée pour la nature.
Vous avez évidemment la démarche ESRS E4, donc la norme de reporting de la CSRD consacrée à la biodiversité et aux écosystèmes. La séquence LEAP de la TNFD, donc LEAP, ça veut dire locate, donc se localiser ses impacts, alors, pas ses impacts, ses relations à la biodiversité, donc on en parle toujours du même sujet. Hein. Evaluate, donc c'est évaluer ses impacts et dépendances, et puis assess, c'est évaluer ses risques. Et prepare, le P de prepare, c'est pour préparer son reporting. Et puis enfin, les guides SBTN qui sont assez costauds, mais qui permettent aussi de vous guider vers l'établissement de cibles fondées sur la science et donc voilà, de ne pas vous tromper de cible. Donc là, si vous avez l'envie et le temps, il y a énormément de ressources qui vous permettent d'avancer. Donc les cartes, c'est bien aussi d'être bien équipé, donc il faut avoir les outils. Les outils, il y en a pareil, beaucoup qui se développent, il faut faire le tri, il faut savoir un peu par où commencer. Donc, il y a une palette d'outils pour essayer donc, de répondre à tous ces cadres. Donc, on a mis quelques-uns ici, simplement. Donc, outils encore, dont j'ai parlé au départ, qui permet d'avoir des niveaux qualitatifs. Donc, c'est de very low à very high, on va dire, hein, de très bas à très haut. Donc, des niveaux d'impact et de dépendance de 157 activités économiques. Donc, si vous avez la vôtre dedans, ça vous permet tout de suite d'avoir une compréhension de, tiens, c'est quoi qui est important ou pas à prendre en compte. Ça permet de faire un gros premier filtre. Vous avez des outils développés par le VVF qui sont à destination spécifique des entreprises, comme le Biodiversity Risk Filter, qui vous permet d'avoir des niveaux de risque, hein, donc ce sont des notations entre 0 et 5, de risque physique et de transition en fonction de votre type d'activité et de la localisation de ces activités-là. Donc il y a aussi des pondérations par pays, etc. Notez qu'il y a aussi le Water Risk Filter et vient de sortir le Wood Risk Filter sur les sujets de déforestation. Materiality Screening Tool, qui est l'outil proposé par le réseau SBTN, qui est un peu basé aussi sur le même principe qu'Encore, mais avec un fichier Excel qui vous permet aussi, pareil, de screener vos impacts sur la biodiversité. L'IEB, qui est l'indicateur créé par Auré il y a pas mal de temps, mais qui peut être remis au goût du jour, et donc qui permet plus une analyse qualitative hein, d'interdépendance à la biodiversité. Et puis enfin le GBS, je vais y revenir juste après, qui est grosso modo un équivalent du bilan carbone. Donc là, tous les outils que j'ai mentionnés juste avant sont gratuits et accessibles sur Internet. Le GBS, lui, est une initiative beaucoup plus conséquente, on va dire. C'est comme un bilan carbone et ça permet de mesurer dans une unique métrique en fait vos impacts sur la biodiversité, sur toute votre chaîne de valeur. Donc c'est très intéressant pour aller en profondeur sur les enjeux et leurs relations entre eux. Et donc je vais finir par quelques incontournables, on va dire, dans cette forêt, par où passer, en tout cas nous, notre analyse, notre retour d'expérience hein, en tant que consultant et accompagnant les entreprises. Pour Blooming, en fait, il y a, on va dire, le premier incontournable aujourd'hui qui s'impose, hein, qu'on le veuille ou non, c'est effectivement la capacité, en tout cas l'obligation de répondre à la réglementation de reporting extra-financier. Donc notamment l'article 29, l'énergie-climat, j'en ai parlé un peu, mais pour rappel, ça s'adresse aux institutions financières qui ont plus de 500 millions d'euros d'encours. Et ça leur demande deux choses. Ça leur demande de faire l'état de comment ils traitent leur portefeuille, comment ils gèrent leur portefeuille d'investissement vis-à-vis de deux sujets, le climat et la biodiversité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont véritablement les deux enjeux aujourd'hui cruciaux de toute politique environnementale, puisque tout le reste, en fait, va découler de cela. Et même, j'irai plus loin, en fait, hein, c'est-à-dire que historiquement, c'est le climat qui arrivait avant dans la compréhension des enjeux, mais dès lors que l'on intègre le vivant et la biodiversité, en fait, on intègre le climat, et donc c'est une approche, comme je disais en introduction, de la biodiversité qui permet de tout intégrer. Autre réglementaire, c'est la CSRD. La CSRD, donc pour rappel, voilà, les actes délégués ont été finalisé le 31 juillet cet été, 12 normes à respecter, colossales.
10 normes thématiques, dont une gouvernance, 4 sociales et 5 liées à l'environnement. Donc dans les 5, nous avons le changement climatique, évidemment, l'utilisation des ressources, donc économie circulaire, l'eau et les ressources marines, les pollutions, et puis évidemment la norme numéro 4, ESRS E4, qui est biodiversité écosystème, qui demande, assez exigeante, qui demande justement aux entreprises de pouvoir analyser leurs impacts et leurs dépendances, donc impact, risque, opportunité, et puis décliner cela en quelle est finalement votre politique biodiversité, quelles sont les actions que vous avez prises, que vous menez, que vous avez prévu de mener, quels sont les objectifs de ces actions, chiffrés, temporellement définis, et quelles sont les métriques que vous avez associées à cette mesure d'objectif, sachant que c'est sur toute la chaîne de valeur, amont, opération directe, aval, et que c'est à court, moyen, long terme qu'il faut avoir cette visibilité, jusqu'à avoir une quantification financière ou une évaluation financière des risques que vous encourez. Donc c'est assez conséquent, et donc les premières entreprises à être soumises vont devoir passer à 2024, du coup donner 2024 pour un premier rapport en 2025. Autre incontournable en ce qui nous concerne, ce qu'on pense, c'est le programme Entreprises aménagées pour la nature. Donc là, on se sort de tout aspect réglementaire. Ce que j'ai pas dit pour la CSRD, c'est plus de 250 salariés, l'application. Là, Entreprises aménagées pour la nature, c'est pour tout le monde, que vous soyez une entreprise unipersonnelle ou un grand groupe. Et donc, c'est l'initiative de l'OFB, un programme de l'Office français de la biodiversité, qui est l'équivalent de l'ADEME, grosso modo pour SP Énergie, donc là, c'est biodiversité. L'OFB a quand même des prérogatives complémentaires, type la police de l'environnement. Et donc, l'équipe mobilisation des acteurs de l'OFB gère ce programme qui demande à toute entreprise, finalement, pour y accéder, d'avoir établi son lien avec la biodiversité et puis d'avoir créé un plan d'action qui réponde à ces enjeux. Que de l'extra-réglementaire, que du volontaire, mais avec des actions cœur de métier. Et donc, ensuite, dès lors que votre plan d'action est validé, eh bien, vous pouvez utiliser ce logo dans corporate, en commission corporate, et surtout, vous avez l'obligation morale de faire avancer votre plan d'action pour lequel vous devrez rendre des comptes chaque 2 ans. Donc, nous, on accompagne effectivement nombre d'entreprises sur ce sujet-là, sur ce programme-là, sachant qu'il est inscrit maintenant dans la stratégie nationale de biodiversité avec un objectif de 5000 entreprises d'ici 2030. Autre incontournable, le GBS. Donc là, on s'adresse surtout à plutôt des entreprises assez conséquentes, parce que c'est quand même un gros, le coût aujourd'hui est assez important, un gros bilan carbone. Parce qu'en fait, on a besoin de structurer la donnée, de la traiter, etc. Puis après, ça génère beaucoup plus d'informations qu'un simple bilan carbone, puisqu'on va avoir une segmentation des résultats par type de pression, par type de biodiversité aquatique ou terrestre touchée, par temporalité, donc les stocks d'impact et les flux d'impact, etc. Je ne rentre pas dans les détails, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul. Mais c'est extrêmement utile justement pour quantifier, comme on quantifie une contribution au changement climatique, là on quantifie une contribution à la perte de biodiversité sur toute cette chaîne de valeur, ce qui permet donc de pouvoir ensuite engager des actions cohérentes. Et puis enfin, pour finir, Terra Blooming, c'est un peu d'auto-promo, mais le but de cette ligne-là, c'est de dire, encore une fois, réduire ses impacts négatifs. Certes, c'est évidemment la condition sine qua non, mais il faut, et c'est notre travail, nous, avec Terra Blooming, de se dire, il faut aller jusqu'au bout de la chaîne, il faut pouvoir créer de l'impact positif. Et créer de l'impact positif, c'est restaurer la biodiversité sur les territoires, concrètement. Donc, partout, il y a des espaces dégradés. Ce n'est pas parce qu'un espace est végétal qu'il est en bonne santé, que l'écosystème est en bonne santé. Et donc, il y a partout des actions à faire de restauration de zones humides, de tourbières, de forêts, de prairies, etc. Et donc là-dessus, nous, Terra Blooming, donc on a lancé ça on a travaillé pendant 1 an dessus. On l'a lancé auprès de quelques partenaires, une cinquantaine de clients, partenaires, etc. Il y a 2 semaines. Et donc, le but du jeu là-dessus, ça va être c'est un fonds de dotation, mais c'est surtout un instrument qui permet de collecter de l'argent et le redistribuer là où il y en a besoin maintenant, parce que des projets existent, mais qui n'ont pas 100% du financement. Les fonds publics, justement, on y revient,
arrive à 70-80% et il manque les fonds propres. Et nous, on veut flécher des contributions d'entreprises, des contributions privées, vers ces projets-là qui sont matures, robustes, sécurisés dans le temps, pour les faire émerger plus vite. Donc, c'est vraiment répondre à l'urgence, finalement, de l'accord de climat moral, que de dire qu'il faut agir vite et fort. Et donc, cet instrument-là, Terra Blooming, a cette vocation. Et donc, voilà, pour quiconque souhaite participer à ça, on est évidemment à votre disposition pour en parler. Et donc, je m'arrêterai là, puisqu'on on a jusqu'à midi, donc pour avoir quelques questions, si vous en avez, sur justement la jungle RSE et puis tout ce qui est à l'intérieur. Merci Kevin pour ce plantage de décor et la direction à suivre dans cette jungle. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. On va donc passer aux questions et réponses. Il y en a eu déjà quelques-unes dans le chat. La première est, alors excusez-moi pour l'accent, est-ce que les guides Business for Nature engagés pour la nature, SBTI, ont les mêmes critères d'exigence que les critères CSRD? Ah oui, alors, tout un sujet de correspondance. Alors, ce sont les mêmes concepts qui sont manipulés. C'est toujours, enfin, on en revient toujours au même concept d'impact-dépendance. Après, les mêmes critères d'exigence, je ne pourrais pas dire. Une entreprise qui est engagée pour la nature ça ne suffira pas pour répondre à la CSRD. Une démarche SBTN va aider aussi à la CSRD, mais la CSRD a vraiment son propre logiciel, entre guillemets, même si les concepts sont les mêmes. Donc je dirais que pour tous ceux qui ont engagé déjà une démarche, ça va les aider. Si vous avez fait une mesure d'empreinte biodiversité, ça va être entreprise engagée pour la nature, parce que vous avez déjà regardé, en fait, vous avez déjà mis face en fait, à ces questions-là. Par contre, vous n'échappez pas à la compréhension du maillage matriciel de la CSRD. Ok. Deuxième question. Pouvez-vous préciser l'ordonnancement des 5 facteurs de pression de l'activité humaine? Y a-t-il une notion de priorité impact entre le 1 versus le 5? Alors, le 1 à 5, il y a effectivement un ordre. Un ordre, c'est un niveau ce qui est estimé, en fait, ce qui contribue du plus au moins, sachant que même le moins représente une bonne partie, hein, donc c'est 5 pressions majeures. Mais effectivement, aujourd'hui, il est estimé que le premier facteur de pression, donc c'est le changement d'usage des sols, le second, c'est la surexploitation en termes de niveau d'impact, changement climatique, pollution, puis espèces exotiques envahissantes. Donc il y a un ordre. Alors, pour être précis, cet ordre-là, il s'applique à la biodiversité globale, c'est-à-dire sur la planète. Si on regarde la biodiversité marine, alors la surexploitation des ressources arrive en 1, au lieu du changement d'usage des mers. Ok. La biodiversité étant un sujet souvent perçu comme complexe ou peu concret dans les PME, que conseillez-vous pour débuter efficacement une démarche biodiversité de manière simple dans les PME? Alors, moi, je conseille véritablement de vous lancer dans le programme Entreprise engagée pour la nature, parce qu'en fait, c'est parfait quand quand on veut faire quelque chose, on ne sait pas par où commencer. Parce que, je l'ai abordé très rapidement, mais la première étape du programme, c'est effectivement de faire l'état des lieux de ce que l'on fait, nous, ou pas, pour la biodiversité dans l'entreprise, et surtout la relation que vous avez à la biodiversité. Donc, vous engagez la compréhension, et avant d'agir, peut-être sans savoir par où aller, vous allez définir vos actions, en fait. Donc, en fait, c'est ça l'idée, hein. C'est que c'est le process d'apprentissage et de se dire, ben voilà, à la fin, on a un plan d'action qui répond à mes enjeux. Donc, clairement, en plus, vous avez cette reconnaissance de l'OSV. Donc, clairement, c'est aller vers le programme Entreprise engagée pour la nature. Ça permet de prendre le temps de se caler, de bien ficeler votre action. Ok. On a Florence qui demande, elle fait partie d'une ligue sportive, du coup, comment elle peut débuter? Ligue sportive, donc c'est, j'imagine, je sais pas, oui, ok. Je crois que c'est une ligue sportive du basket, si je ne me trompe pas, D'accord. Florence. En fait, alors, il faut voir ce qui est dans votre périmètre de responsabilité, effectivement, sur quoi vous pouvez jouer, mais euh, le début, ça va être un peu l'établissement de votre chaîne de valeur, c'est-à-dire que c'est quoi votre impact direct, enfin, et puis sur quoi vous avez en amont la maîtrise. Alors, je dis n'importe quoi, hein, mais si vous possédez des clubs de basket ou quoi, vous avez une notion de sites qui ne sont pas industriels, mais qui existent, hein, des sites donc avec des impacts locaux. Et puis vous avez de toute façon, comme toute activité, des achats. Et donc, en fonction de ce que vous achetez, vous impactez plus ou moins.
Donc après, ce sera peut-être moins prégnant, évidemment, pour une ligue sportive qui est peut-être plus du service d'accompagnement, etc., d'autres acteurs qu'une entreprise agroalimentaire. Mais encore une fois, sur vos propres sites, dès lors que vous baissez vos pressions, notamment d'artificialisation, pollution lumineuse éventuellement, etc., eh bien, vous allez contribuer pour la biodiversité. Et puis après, vous pouvez aussi contribuer hors de votre chaîne de valeur, comme je disais, de type Terra Blooming, aller contribuer pour des projets de restauration écologique indépendamment de votre activité. Donc, jouer sur les deux niveaux. Ok. Delphine nous demande, pour les entreprises installées en France, est-ce que les enjeux de biodiversité sont-ils vraiment élevés? Elle comprend que les enjeux sont plutôt hors de France. Alors, il y a des enjeux partout, effectivement, ce qu'on appelle les hotspots biodiversité, là où des écosystèmes vraiment de très haute valeur biodiversité se situent souvent dans d'autres régions, hein, tropicales ou etc., en danger. Néanmoins, la biodiversité, vous l'avez compris, c'est pas seulement la diversité des espèces, c'est la diversité des écosystèmes. Et ces écosystèmes, ils nous rendent des services. Donc en fait, quand on restaure une zone humide en France, on va restaurer en France la capacité de régulation de l'eau, de la filtration, de la gestion des inondations, du puits de carbone, etc. Donc on va en fait régénérer ces services-là dont on dépend. Et ce n'est pas la zone tropicale à 8000 km qui va nous apporter ces services ici. Et donc on a tous besoin d'être dans un environnement dans lequel la nature nous rend ces services. Alors, merci Charlène de m'avoir dit qu'il y avait d'autres questions ailleurs. Alors, Charlène, nous sommes une société de conseil en management de projet et j'ai un sentiment d'impuissance vis-à-vis de l'action que nous pouvons entreprendre en faveur de la biodiversité. La formation proposée par Blooming et l'agence Lucie nous aide-t-elle à mesurer notre impact et donne de premières idées d'action? Donc, si je comprends, c'est pour votre propre organisation. Oui, lié à la compréhension un peu plus fine ou détaillée des différentes pressions et dépendances. Et après, la formation donc, qui est proposée, justement, on a essayé de la rendre, on va dire, opérationnelle ou concrète. Enfin, en tout cas, elle engage vers le programme Entreprises Danger pour la Nature. Parce que justement, c'est une première étape, cette formation-là. Elle ne va pas vous donner toutes les clés. Vous n'allez pas d'un coup avoir un plan d'action opérationnel pour l'entreprise. Mais ce sont les fondamentaux à connaître, puis ensuite la connaissance du programme pour pouvoir passer à la suite. Donc, c'est la première marche, on va dire. Ok. Est-ce qu'il existe des guides sectoriels pour aider les entreprises? Oui, il y en a. Il y en a, il y en a. Alors, la CRD va publier des normes sectorielles, mais ça, c'est pas encore le cas. Mais je parlais tout à l'heure de Business for Nature. Alors, ce sont des guides qui sont assez succincts, mais qui a, encore une fois, vous tapez Business for Nature, je ne sais plus comment s'appelle l'initiative, c'est sorti très récemment, il y a moins de 2 mois, où ils ont sorti des guides un peu sectoriels, justement, pour une douzaine ou plus de secteurs indiqués, qui vont vous donner quelques indications ou clés spécifiques à vos secteurs. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Visiblement. Que faut-il mobiliser comme ressources temps et financiers pour mettre en œuvre le programme Entreprise pour la Nature, cible PME ETI? Alors, l'OF, alors déjà, c'est pas un label, du coup, enfin, il y a pas de fee ou il y a pas de paiement pour être dans l'entreprise en nature, donc c'est fait pour une entreprise donc, gratuitement par l'OFB. Donc, là, que ce soit l'instruction du dossier initial comme l'instruction des dossiers d'avancement 2 ans après. Donc, après, c'est à vous de voir si, en lisant le dossier qui est en ligne et les questions qui sont demandées, vous êtes en mesure d'y répondre, vous avez les équipes et les connaissances pour le faire, ou si vous souhaitez être accompagné, ou si vous avez aussi le temps de vous immerger dans tout ça. Donc, en fait, là, ça va être vraiment dépendant de vous. Donc, le process en tant que tel, il est gratuit vis-à-vis de l'OFB. Après, pour un accompagnement, ben, nous, on accompagne. Après, le mieux, c'est de nous contacter si vous voulez avoir. Ça dépend beaucoup quand même de votre secteur d'activité, de votre taille, enfin, des enjeux pour calibrer l'accompagnement et le temps à y passer.
Voilà, donc évidemment, une entreprise unipersonnelle, mais je pense que ce ne sera pas le cas, l'OFB n'a pas le même regard d'exigence par rapport à un ETI, quoi, évidemment. Ok, merci. Je pense on va pouvoir encore prendre une question, comme il est déjà 56. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Kevin. Delphine toujours, si j'ai bien compris, les actions de restauration, régénération n'ont pas à être menées en lien avec les impacts réels de l'entreprise. Alors, effectivement, enfin, c'est un sujet, il y a réglementairement une séquence qui s'appelle ERC, éviter, réduire, compenser, dans laquelle les entreprises ou certains secteurs d'activité, lorsqu'ils ont un projet d'infrastructure, doivent éviter d'avoir des impacts d'abord, réduire au maximum ces impacts-là, et si jamais dans tout ça, ils n'y arrivent toujours pas, compenser les impacts. Donc ça, on est quand même dans du volet réglementaire. Et là, il y a normalement quand même une certaine exigence d'équivalence écologique, mais c'est quand même très difficile. Et aujourd'hui, les opérations de compensation, je dirais, ne répondent pas à la totalité des enjeux. Donc, et c'est uniquement aussi pour les entreprises qui ont un projet d'infrastructure, qui construisent quelque chose, etc. Donc, c'est très ciblé. Ce que l'on dit, nous, enfin pas que nous, c'est qu'il faut générer pour toute entreprise des impacts positifs, au-delà du fait de compenser. En fait, il faut contribuer. Et dès lors qu'on contribue, en fait, on peut choisir de contribuer à n'importe quel, on va dire, projet, vu que vous n'avez pas de lien d'infrastructure construite. Donc, vous allez contribuer au financement de la restauration de la biodiversité pour des projets alors qui se situent en France. Nous, aujourd'hui, on a des accords signés avec des conservatoires d'espaces naturels, des parcs naturels régionaux qui ont des projets et qui n'attendent que ça, d'avoir des compléments de financement. Donc, je dirais que dans la séquence RC, il faut avoir un lien. Si vous êtes dans la contribution purement volontaire hors chaîne de valeur, en fait, toutes les actions vont être positives pour l'intérêt général, en fait. Ok, merci Kevin. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était très riche, j'imagine que pour vous comme pour moi. Merci encore Kevin. On va vous faire Avec suivre plaisir. le webinaire en replay ainsi que le support de Kevin et vous aurez également la formation que nous proposons si ça vous intéresse. Voilà, et on reste à votre disposition, Kevin et moi, si vous avez d'autres questions. Merci, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée Kevin. Merci à vous.